Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, le 220e aujourd'hui. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Yvan Cournoyer et on est très heureux de vous présenter à chaque fois du contenu de qualité très utile et très utile aux investisseurs immobiliers. Donc, aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. On va vous partager plein de trucs de notre ami M. Jacques Lépine qu'on va introduire à l'instant. Donc, M. Lépine, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, est le fondateur du club et un auteur, un prêteur, Alouette, plusieurs chapeaux. Donc, M. Lépine, est-ce qu'il est là? M. Lépine, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. Salut, jeune homme, ça va? Ça va très bien, en pleine forme. Yes, yes, yes. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Content de t'accueillir encore une fois à ces lunchs immobiliers. D'accord, ça fait plaisir. Yes, yes, yes. Jacques, est-ce que tu as vu des gens qui se sont manifestés dans le chat? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de consolidation, en fait, d'actifs et d'importance, en fait, de conserver ses liquidités. On a vu beaucoup de gens au club progresser rapidement, puis des fois, ça peut tomber comme des châteaux de cartes si c'est mal fait. Donc, c'est important d'être solide dans votre progression. Et M. Lépine qui a vécu plusieurs cycles immobiliers, plusieurs cycles économiques depuis bientôt 80 ans. Pas encore, mais bientôt. Donc, on a vu d'autres, a vu neiger, donc il a passé à travers tout ça. Donc, il va être capable de nous donner des conseils pour bien se protéger des cycles économiques, pour être solide dans notre progression. Et aussi, à travers ça, on va parler aussi d'être solide personnellement, parce que c'est bien beau financièrement, mais quand on progresse, des fois, on peut intérieurement, des fois, être plus fragile. Donc, comment on se protège aussi, comment on s'améliore intérieurement pour être solide dans notre progression. Donc, c'est ce qu'il va nous partager. Et peut-être d'entrée de jeu, Jacques, de faire une petite introduction sur le sujet. Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, c'est très opportun de parler de liquidité parce qu'on pense souvent à progression, d'acheter des immeubles, d'acheter. Ça devient parfois une maladie. On pense à acheter, mais on ne pense pas à se consolider, à se solidifier. Et avec l'évolution des marchés, je pense que c'est de plus en plus important de se garder de la liquidité. Le système bancaire évolue lui aussi. Et actuellement, depuis quelques années, avec le programme de la SCHL, leur PH Select, les banques sont extrêmement confortables avec ce programme-là, de sorte qu'ils font presque plus de prêts conventionnels. Ils nous envoient tous vers la SCHL et le programme APH Select, ce qui crée une file d'attente, parce qu'eux autres, ils ont un certain nombre d'analystes. Donc, le financement devient de plus en plus lent. Et si vous n'avez pas les liquidités nécessaires, ça peut être très difficile de vous rendre jusqu'au refinancement, parce qu'on sait très bien que l'immobilier, c'est du physique. Le physique, il peut y avoir du bris. Il y a de l'humain dedans. Les marchés, là aussi, évoluent. L'humain, on voyait des statistiques à Québec la semaine dernière, de 6,8 % de taux de chômage à travers le Canada. Et de plus en plus de locataires ont de la difficulté à payer leur loyer. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Si vous n'avez pas les reins assez solides, qu'est-ce qui va arriver? Même si tu vas dire à la banque, bien, mon locataire ne m'a pas payé, la banque, elle s'en fout. Toi, tu as une obligation, alors paye-nous. Donc, raison de plus d'essayer de garder des liquidités. Mais ceux qui débutent, je peux comprendre, qui n'ont pas les liquidités, ils vont essayer d'acheter avec le moins de comptant possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne depuis 25 ans dans le club. Mais dès que vous avez la possibilité de refinancer, actuellement, on refinance pour racheter d'autres immeubles. Mais moi, je vous conseille d'aller moins vite là-dessus, de vous garder des liquidités. Parce que, étant donné que les marchés évoluent, les marchés changent, le financement change aussi. Donc, je pense que le liquide, c'est toujours le roi et maître. Hein? Vous avez beau valoir des millions sur papier, mais si vous n'avez pas les liquidités pour passer à travers certains problèmes qui peuvent arriver, vous risquez d'avoir de la difficulté de devenir des vendeurs motivés. Nous cherchons des vendeurs motivés, mais il ne faut pas devenir des acheteurs motivés non plus. Des vendeurs motivés, oui. Oui. Alors, c'est ma petite introduction. S'il y a des questions, je peux commencer à répondre. On va tenter, les amis, de garder des questions en lien avec la consolidation d'actifs et la liquidité. Il y en a plusieurs qui veulent savoir. On pourrait en faire un petit bout tantôt dans le lunch sur ta vision de 2026 et le futur. Il y a des gens qui posent la question, mais il y en avait un qui avait une question par rapport aux liquidités. Parlant de bien utiliser ces liquidités, combien d'argent avez-vous investi en formation séminaire dans votre carrière pour bien vous former? Parce que oui, on garde de la liquidité pour acheter des immeubles et pallier aux problèmes éventuels. On peut en prendre une petite portion là-dedans pour se former. Sûrement que tu en as mis pas mal, je présume. J'en ai mis beaucoup, mais tu sais, c'est relatif dans le temps. Même si je vous dis un chiffre,
Si on recule 40 ans en arrière, ce n'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Alors, j'ai mis une centaine de milliers de dollars certainement en formation depuis 40 ans. Aujourd'hui, c'est sûr que j'en prends moins, j'en donne moi-même. Je suis devenu un expert en la matière. Mais au début, j'allais souvent à un groupe qui s'appelait Financial Freedom Report aux États-Unis. J'allais en Floride et à Salt Lake City pour prendre des formations de eux. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs immobiliers et beaucoup de formateurs aussi, comme on voit au club. Et c'est là que j'ai pris toutes mes connaissances que j'ai appliquées ici au Québec. Excellent. Donc, c'est important, la question est bonne, parce que c'est important de se réserver un budget pour des formations, surtout des coachings comme on enseigne, tous les cours qu'on a au club d'investisseurs immobiliers, c'est vraiment pratique. Hein. Et sans vouloir faire de la vente, 100% des coachs qu'on a au club d'investisseurs immobiliers, ce sont des praticiens. Et ça, c'est important. Ce ne sont pas juste des théoriciens, ce sont des gens qui pratiquent l'investissement immobilier à haut niveau. Donc, c'est d'une énorme valeur pour les investisseurs de côtoyer ces gens-là parce que, vous savez, ne serait-ce qu'un seul truc. Moi, je me disais, quand j'allais suivre mes formations à ces endroits-là, si je revenais avec un seul truc que je pouvais appliquer au Québec, ça valait énormément de la dépense que ça me coûtait pour y aller. Fait que, vous savez, rencontrer des gens vivants, on a beau avoir ChatGPT, toute l'intelligence artificielle, mais il n'y a rien qui va remplacer un être vivant. Du point de vue motivation, du point de vue inspiration, moi, je crois encore à ça. Peut-être que je suis d'une vieille école, mais je crois encore beaucoup à ça et je l'enseigne beaucoup. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, c'est bien beau ChatGPT pour se former, mais il n'a pas acheté d'immeuble, lui, puis il n'a pas marché le terrain, comme on dit. Donc, rien de mieux que quelqu'un qui l'a déjà fait, puis qui peut te dire, tu sais, concrètement, fais attention à ça, puis tel truc qui n'est pas nécessairement enseigné non plus. ChatGPT, voyez-le selon les données qu'il y a, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, ne sont pas écrites, sont juste dites. Il y a quelqu'un qui m'a amené une recherche, une analyse faite par ChatGPT, puis je l'ai démoli en 2 minutes. Pas parce que ChatGPT n'est pas bon, mais les questions ne sont pas nécessairement assez détaillées pour que ChatGPT donne une bonne réponse. Alors, quand tu es en direct avec quelqu'un, lui, il va t'écouter, puis il va voir, il va mettre des questions à sa tête, puis il va te les repenser. Alors, ChatGPT, c'est bon pour une chose générale, mais pour quelque chose de très, très, très précis, comme une analyse d'immeuble, il faut que tu sois sûr de lui donner toutes les bonnes données pour qu'il te donne les bonnes réponses. Exact. OK, excellent. Il y a une question vraiment en lien avec les liquidités. Combien de liquidités réserve pour imprévus, entre guillemets, est-il mieux de prévoir par immeuble, par logement? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. J'ai des points à ajouter peut-être aussi dans la bonification. C'est difficile de répondre directement. Ça dépend des revenus de l'individu. Quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'argent comme revenu de base, il a besoin de garder moins de liquidité que quelqu'un qui en fait moins. Alors, si tu n'as pas de liquidité du tout, puis tu n'as pas des gros revenus, ben, il faut que tu gardes. C'est difficile de mettre un chiffre parce que je ne sais pas combien vous avez de logements. Mais normalement, on recommande de garder, dans une situation idéale, 3 mois à l'avance. Donc, si vous avez 10 000 par mois de loyer, ça fait 30 000 à l'avance comme fonds de réserve. Parce qu'en 3 mois, généralement, on a le temps de se revirer de bord et de trouver des solutions. Très bon. Aussi, ça dépend de l'âge de l'immeuble. Si vos immeubles, c'est des vieux immeubles, ils ont besoin de plus de rénovation, contrairement à un immeuble qui est neuf. Tu sais, il y a moins d'imprévus dans le neuf, même si ça brise pour l'entretenir quand même, mais il y a moins de travaux majeurs dans le neuf. C'est sûr qu'on se met une réserve pour les réparations futures, rénovations futures, mais à court terme, on a moins besoin de liquidité que si c'est des vieux immeubles, comme M. Lépine a acheté dans le début de sa carrière, puis moi aussi, j'ai acheté des vieux immeubles, des vieilles toitures, beaucoup plus de bris de plomberie, tout ça. Fait que soyez un petit peu plus liquide là-dessus. Ça revient à l'importance de la vérification diligente. Avant d'acheter un immeuble, c'est extrêmement important de fouiller pour savoir. Vous savez, il ne faut pas jouer l'autruche la tête dans le sable. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, si, comme les gens viennent de mentionner, c'est une toiture à refaire, ça va te demander des liquidités et non finançables, généralement. Alors, tu es mieux de te prévoir à la base et de négocier ton prix en fonction de ça. Ou de faire la toiture, exemple, par le vendeur, puis qui quitte à ce qu'il ajuste son prix. Ça va te permettre d'aller chercher plus de financement toi-même. Très bon. Très bon. En espérant que ça répond à votre question. Il y en avait un autre de Jamal qui est intéressante aussi, parce que ça peut nous amener dans le futur aussi de l'immobilier par la bande. Comment on peut aller chercher
le reste de l'équité morte en conventionnel, le 25 que la banque ne veut pas financer, on peut parler peut-être de prêteurs privés, de tokenisation, d'aller. En tout cas, bref, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Le 25 d'équité morte, comment on va le chercher pour avoir accès à plus de liquidité? Ça va être difficile d'aller chercher au complet parce que ce soit un prêteur privé ou qui que ce soit, il y a toujours des ratios à respecter. Et ces ratios-là doivent être assez sécuritaires. Je parle en connaissance de cause parce que quand on prête sur un immeuble et qu'on a à le reprendre ou à prendre des procédures, le processus est extrêmement long. Alors, au Québec, on parle entre 1 an et demi à 2 ans avant d'être capable d'avoir un jugement final. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a plus rien qui rentre. Alors, c'est pour ça que les prêteurs doivent se garder une certaine marge de sécurité et de manœuvre. Et c'est pour ça qu'ils prennent des hypothèques par appui de 20 à 25 ou 30 au-dessus du montant prêté. Parce qu'ils savent très bien que dans le temps, l'immeuble prend de la valeur, donc on veut se garantir le plus possible. Mais comment aller chercher ça? Ben, les prêteurs privés, c'est une façon, mais ils n'iront pas à 100 %. La tokenisation qu'Yvan vient de parler, c'est pas encore ça s'en vient. Okay? Ça s'en vient, c'est-à-dire que vous pouvez, au lieu d'avoir des actions papier, vous allez avoir des actions en token. C'est des jetons électroniques. Et ces jetons électroniques-là pourraient se vendre sur le marché mondial. Mais actuellement, le système n'est pas encore. Il y en a quelques-uns qui essayent de le mettre en branle et qui sont à l'essai. Mais actuellement, avec les normes de l'AMF, c'est très difficile à faire fonctionner. À moins qu'on soit complètement établi en dehors du pays. Dans ce moment-là, ce sera possible de tokeniser, mais ça peut augmenter les risques parce qu'on ne connaît pas des gens. Il peut y avoir des fraudes éventuelles et l'argent disparaît. Donc, c'est sûr que ça s'enligne vers ça, mais ce n'est pas tout à fait à point. Alors, pour répondre à ta question, c'est difficile d'aller chercher l'équité morte, à moins que tu aies d'autres garanties à donner. Peut-être qu'on pourrait penser à l'hypothèque, universelle qu'une banque pourrait peut-être. Si la banque, vous avez plusieurs immeubles financés à la même institution financière, peut-être qu'elle accepterait d'être en deuxième rang derrière ses premières pour aller chercher l'équité morte. C'est un couteau à deux tranchants parce que c'est puissant, mais si vous faites en défaut de paiement, la banque peut tout ramasser. Donc, Jacques, je t'écoute là-dessus sur l'hypothèque universelle. Oui, les banques ne font pas du deuxième rang si ce ne sont pas en premier rang, généralement. Donc, si tout ton portefeuille est à la même institution financière, oui, il y a une possibilité qui regarde la nouvelle valeur de ta propriété ou de tes propriétés. Ils peuvent faire une hypothèque universelle du plein montant sur l'ensemble de tous tes immeubles. Ça, je l'ai fait à quelques reprises. Pour me garantir supplémentaire, j'ai rajouté 1 million, mais sur l'ensemble, sur tous les immeubles. Il y avait 1 million. Donc, de sorte que s'il vendait un des immeubles, il était obligé de me payer une partie du million en question. Alors, c'est un moyen d'aller chercher l'équité morte, mais il faut, de cette façon-là qu'on vient de décrire, il faut avoir plusieurs immeubles pour avoir une hypothèque universelle. Exact. Et la même institution doit être en premier rang partout. C'est ça. Excellent. Excellent. Le prêteur privé peut prendre une hypothèque universelle en deuxième rang. Mais encore là, le prêteur privé, il doit analyser sa propre capacité de ramasser des immeubles s'il y a des défauts. Parce que le deuxième rang, pour protéger sa créance, devra s'entendre avec le créancier de premier rang, c'est-à-dire payer les hypothèques. Et pour payer les hypothèques, il va falloir qu'il fasse une saisie des loyers, un transport des loyers selon le contrat d'hypothèque. Donc, il s'embarque dans la gestion. Fait que, avant d'accepter ça, on est très, très, très prudent parce que l'hypothèque de deuxième rang comporte ses risques aussi. Si tu es un prêteur privé qui a, je ne sais pas, 10 millions, et puis tu vas faire des prêts sur un prêt de 1 million sur un immeuble qui en vaut 10, mettons, et qui a 8 millions en prêt en premier rang, est-ce que je suis capable, comme prêteur privé, d'assumer le premier rang? Est-ce que je suis capable de refinancer pour rembourser le premier rang? Parce que le premier rang, lui, s'il constate un défaut, il se fout totalement des autres hypothèques derrière lui. Il va chercher à protéger sa créance. Donc, le deuxième rang, s'il ne se protège pas, il n'a pas la capacité, il se met à risque énormément. Très bon, c'est très bon, c'est sage comme conseil. Puis ce qu'on a parlé, ça m'amène à l'autre question qui est vraiment en lien avec ça. Avez-vous des ratios pré-valeurs que vous ne dépassez pas pour le refinancement d'un immeuble? Question de garder des liquidités, parce que c'est bien beau aller chercher des hypothèques de deuxième rang, puis des prêteurs privés, puis de grossir, mais est-ce qu'on se met à risque justement en allant trop haut dans le ratio pré-valeur? Donc, dans un mode d'expansion sécuritaire, qu'est-ce qui ferait du sens pour toi, Jacques? Bien, premièrement, je suis un prêteur privé. Je ne parlerai pas pour ma paroisse, là, mais un prêteur privé, il faut que ça soit utilisé à très court terme parce que
Il n'y en a pas beaucoup en bas de 12 à 15 %. Donc, à 15 % je te dis que les paiements viennent rapidement. Fait que nous, on embarque dans du prêt privé de deuxième rang lorsqu'on sait à l'avance que le gars va refinancer très rapidement. Mais quelqu'un qui est en problème de cash flow, qui vient chercher chez nous une somme d'argent, ça va régler son problème de cash flow temporairement. Dès qu'il n'y aura plus ces liquidités-là, il sera plus capable de nous payer, on va trouver d'entreprendre des procédures. Il va pelleter par en avant. Le problème. C'est ça. Alors, il faut que ce soit très, très temporaire. Certains prêteurs privés vont y aller, mais ils savent d'avance qu'ils vont reprendre l'immeuble. Nous autres, on n'est pas de cette catégorie-là. Des prêteurs privés qui. Vous savez, comme prêteur privé, on sait à l'avance si on va avoir à reprendre un immeuble, dès le moment où on va faire le prêt. Donc, nous, ce n'est pas notre cible. Nous, on veut avoir notre argent. Mais il y en a qui, c'est leur spécialité. Ils aiment ça reprendre des immeubles parce qu'ils font beaucoup de profit lors de la revente des immeubles. Et c'est pour ça que je disais que l'AMF est en train d'arriver avec une nouvelle réglementation pour contrôler un peu les prêteurs privés, parce qu'il n'y a aucune réglementation actuellement là-dessus. OK, excellent. Excellent, excellent. Donc, autre question qui est plus de mon cru, mais en fait qui vient du fait qu'on fait des formations et les gens nous posent souvent la même question. Tu sais, ouais, mais si je refinance mon immeuble, j'aurai plus de cash flow. Tu sais, j'ai un plus gros montant, j'arriverai plus. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Mais j'aimerais t'entendre, puis je vais bonifier là-dessus. Tu sais, si on y va que le prêt conventionnel des banques, sans avoir des prêteurs privés, mais une banque conventionnelle dans du 6 logements et plus, on ne va pas manquer de liquidité. Normalement, on ne manque pas de liquidité ici, à moins qu'il y ait des réparations majeures. Mais si on y va avec les ratios des banques, on n'est pas supposé de manquer de liquidité. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus, Jacques. Ben, le problème, c'est que généralement, ceux qui manquent de liquidité, c'est qu'ils ont trop acheté. Et plus tu achètes, ben, tu vas emprunter sur des immeubles que tu as pour acheter d'autres immeubles en mettant le moins de comptant possible. Fait que c'est l'ensemble qui te crée un manque de liquidité. Mais si tu prends un seul immeuble, tu refinances, puis tu gardes l'argent du refinancement, tu ne manqueras pas de liquidité. C'est justement, tu vas avoir de la liquidité pour le supporter, quoi que ce soit. Alors, de ce que je constate de ma carrière, c'est que les gens sont très ambitieux, et on les encourage aussi, nous autres. Mais quelque part, on se fie qu'ils vont devenir assez prudents. Et c'est là où ils deviennent imprudents. Je vous le dis, je l'ai vécu moi-même. C'est une maladie de vouloir acheter. On veut grossir le plus rapidement possible. Mais de toute ma carrière, ceux qui ont grossi rapidement ont eu de la difficulté toute leur vie. Et ceux qui ont pris leur temps ont été beaucoup plus solides pour arriver au même nombre d'immeubles que les autres. Parce qu'ils ont pris le temps. Vous savez, je l'enseigne, j'en parle souvent dans mes apparitions publiques. L'immobilier, c'est une entreprise. Et toute entreprise qui se respecte doit se consolider, doit se stabiliser avant de penser à l'expansion. Alors, quand tu ne penses qu'à l'expansion, tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. Ça va être trop difficile. Et là, ce qui a sauvé la plupart des gens, c'est ce que j'avais dénigré moi-même, qui était le programme APH Select. Parce que au début, lorsqu'ils ont sorti ça, c'était financé quasiment à 95 %, amorti 40 ou 50 ans. Il n'avait plus aucun cash flow, avec impossibilité d'augmenter les loyers selon plus que ce que le TAL proposait comme augmentation. C'est un attrape-nigo, le monde va se reprendre. Mais heureusement, de l'autre côté, c'est que ça a permis aux gens de se consolider quelque part, d'arrêter une certaine hémorragie. Et, par miracle, l'an dernier, le TAL a accepté 6 % d'augmentation. Là, ça a sauvé tout le monde. Ça a été miraculeux. C'est encore aujourd'hui. Cette année, on recommande 3,1 %. C'est incomparable par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on a 9 % d'augmentation. C'est du jamais vu. Et ça a sauvé, ça sauve tout le parc immobilier. Excellent. Très bon point. Puis pour compléter ce que tu parlais, en fait, là, de garder les liquidités, c'est que si vous refinancez, les amis, un immeuble, un 6 logements et plus, puis allez chercher plus de cash, c'est parce que la banque, en fait, c'est parce que vous avez augmenté les revenus, diminué les dépenses, vous avez donné de la valeur à l'immeuble, parce que la banque ne va pas vous refinancer si l'immeuble ne va pas plus cher. Donc, vous avez créé de la valeur à l'immeuble, vous êtes capable de le refinancer. Et si vous y allez selon les ratios des banques, qui vont mettre un ratio de couverture de dette, ça va forcer un cash flow par le fait même. Donc, vous ne pourrez pas être négatif si vous refinancez selon les banques, à moins qu'il y ait des travaux majeurs pas prévus une année. C'est sûr que c'est fluctuant, les travaux, mais selon le ratio des banques, avec le ratio de couverture de dette, on ne sera pas négatif parce qu'on a créé de la valeur à l'immeuble. C'est pour ça que la banque nous en prête plus.
Et là, c'est sûr que si vous rentrez avec des prêteurs privés, c'est plus à risque, comme M. Lépine parlait. Et s'il y a des travaux majeurs sur une toiture, des fenêtres qui ne sont pas prévus, c'est sûr que cette année-là, vous allez être négatif parce qu'il faut sortir 100 000 de travaux une année qui n'était pas prévue. C'est sûr que même si on y va avec les ratios des banques, ça ne fonctionnera pas. Mais si on y va avec les ratios de couverture de dette puis les travaux sont normaux, on ne devrait pas être négatif. C'est mon opinion. Ben, c'est important. Je reviens à l'importance de la vérification de diligence. C'est important de vérifier tous les points parce que ça va venir tôt ou tard. Si la toiture elle a 15 ans de vie utile, il en reste 5, ben prépare-toi. C'est sûr que dans 5 ans, tu vas avoir une grosse dépense. Tu devrais le prévoir dans ton prix, dans ta négociation au prix d'achat et dans la planification de ton cash flow par la suite. Il faut apprendre à devenir des bons gestionnaires. Vous avez beau dire, ben, je ne veux pas, je vais donner ça en gestion. La compagnie de gestion, elle ne fera pas la planification pour toi. Elle va collecter les loyers, elle va payer tes dépenses, mais elle ne fera pas la planification financière. Donc, quand tu embarques dans l'immobilier, tu t'achètes une entreprise et tu ne peux pas la déléguer à 100 %. Il y a des décisions que c'est toi qui dois prendre, entre autres l'analyse du cash flow, de ce que tu auras besoin à court, moyen et long terme. Excellent. Hey, je pense que, Jacques, on va aller dans les petites annonces parce qu'il y a déjà 12h30, ça passe vite. Les gens ont des questions. Super beau contenu. On est 175 personnes quand même. Merci d'être là en grand nombre, d'être fidèles au poste à tous les lundis pour votre lunch immobilier. On va aller dans d'autres choses peut-être, dans d'autres volets qui, à moins que tu aurais d'autres choses à ajouter sur la consolidation des actifs et l'importance de garder des liquidités. Non, je pense que j'ai assez bien élaboré là-dessus. Je ne voudrais pas me répéter, mais pensez-y. Comme je disais au début, les temps changent, le domaine du financement change, l'immobilier change, et le pays change, la planète change. Alors, il faut tenir compte en fonction de ça. Il y a beaucoup plus d'incertitudes qu'il y avait avant, plus d'instabilité qu'on avait avant. Donc, il faut, comme investisseur immobilier, il faut planifier ces choses-là. Il faut se mettre au courant, il faut suivre l'économie, l'actualité et la géopolitique. Même si ça ne vous intéresse pas, mettez-y votre nez de temps en temps parce que tout est interrelié. Ça m'amène à la prochaine question. Très bonne intervention, Jacques. Il y a Jean-François Théo Gauvin qui nous dit: que penses-tu du contexte des élections provinciales prévues cette année? La pénurie de logements sera un sujet très populaire. Des sujets comme les registres de loyer seront probablement abordés. On aimerait t'entendre sur le géopolitique québécois puis l'impact sur l'immobilier. Oui, vous savez, j'ai fait un peu de politique municipale, puis le système politique serait à repenser parce que quand les gens sont élus, toutes les actions sont faites en fonction de se faire réélire. Et ça, c'est très malsain parce que moi, j'allais là pour rendre service à ma population. J'étais citoyen d'une petite municipalité, je dois rendre service. Et j'étais très déçu de voir que dès la première réunion, déjà, on parlait de changer quelque chose qui coûtait plus cher aux citoyens. Mais pour faire ça, on cherchait à faire de la publicité dans le but de se faire réélire. Et ça, répète ça au provincial, au fédéral, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que ce soit un parti ou l'autre, ils ont tous le même modèle, puis ils fonctionnent tous de la même façon. Et là, au Québec, on est en manque de leadership. Qui va se faire élire aux prochaines élections? Je ne sais pas. Mais peu importe qui va se faire élire, il récolte toujours les résultats des autres gouvernements auparavant. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de changer quoi que ce soit. Mais on sait très bien on voit très bien que les politiciens ne sont pas nécessairement des gens habitués aux affaires. Et ils ont des gros budgets à gérer. Est-ce qu'ils les gèrent bien? Ben, je pense que les résultats nous démontrent que ce n'est pas optimisé. Avec tous les impôts qu'on paye, on en manque encore. Alors, c'est sûr, je pourrais élaborer longtemps là-dessus, mais je vais revenir au sujet de l'immobilier. Il y a une pénurie de logements. Ben, commence à s'atténuer, la pénurie de logements, parce qu'on commence à avoir des annonces, 1 mois gratuit, 2 mois gratuits. Ça, c'est signe qu'on commence à avoir un petit peu plus de vacances qu'avant. Si on regarde partout, on voit beaucoup de construction. Malheureusement, ce n'est pas des logements sociaux, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour construire des logements sociaux au prix où ça coûte. C'est vendu à presque 400 000 $ pour construire un appartement. Alors, quand tu arrives à un coût de construction de 400 000, comment veux-tu louer en bas de 1500 à 2000 $ par mois? C'est impossible. Fait que les propriétaires immobiliers devront changer leur mentalité et on va construire de plus en plus de petits logements pour avoir plus de revenus pour la même superficie.
Alors, en termes simples, moi, dans mes générations, on était habitué à des 1200 pieds carrés. Bon, aujourd'hui, oubliez ça, des 1200 pieds carrés, c'est trop grand pour rentabiliser un immeuble. Donc, on rapetisse et on rapetisse et on rapetisse. La population du Québec, on n'a pas le choix. L'âge moyen du Québec augmente. Donc, ça veut dire qu'on ne se reproduit plus assez. On n'aura pas le choix que d'accepter l'immigration. Et au Québec, un obstacle à l'immigration, c'est qu'au Québec, c'est nous autres qui ralentit, qui a le moins d'immigration parce qu'on veut protéger la langue française. Alors, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, mais il reste qu'actuellement, ça nous nuit. Les autres provinces reçoivent plus d'immigration que nous autres. Et c'est impossible, le Canada, avec tous les services qu'on s'est offerts, c'est impossible. Si on n'a pas une croissance organique, ça ferait absolument de l'immigration. Et là, les gouvernements, il y avait de belles intentions, mais comme d'habitude, on fonctionne à l'envers. On acceptait trop d'immigration pour ce qu'on était capable de recevoir. Il faut les adapter, ces gens-là, il faut les loger. Donc, ça va créer une économie sans précédent. Donc, ils sont en train de s'ajuster, mais ce n'est qu'une question d'une année ou deux qu'on va réouvrir les portes à l'immigration, parce qu'on ne peut pas, on ne passera pas à travers s'il n'y a pas plus de monde qui génère des revenus. Et encore là, l'immigration qu'on va accepter, il va falloir qu'on accepte l'immigration qui produit immédiatement, et non pas juste de l'immigration humanitaire comme on faisait auparavant. Alors, mais l'immobilier, je maintiens ma vision là-dessus. On va avoir un boom économique sans précédent dans tout le Canada parce que le Canada demeure la meilleure place au monde actuellement. On a un des meilleurs systèmes bancaires au monde, si ce n'est pas le meilleur. On a de la place, on a des minéraux à la profusion, on a la plus grande réserve d'eau douce au monde. Et vous savez, l'eau douce, c'est une denrée qui s'en vient de plus en plus rare. Vous savez, l'intelligence artificielle, il s'installe à des endroits où c'est la nappe phréatique, directement au-dessus de la nappe phréatique pour refroidir leur ordinateur. Parce que ça prend beaucoup d'eau pour les refroidir. Donc, cette eau-là, elle devient moins potable. On doit la retraiter pour qu'elle soit potable. Alors, vous savez, on a un gros changement planétaire, mais le Canada, je vous dis, c'est la meilleure place au monde. Il faut faire attention à l'immigration qu'on reçoit. Il va falloir habituer l'immigration. Tu t'en viens vivre chez nous, tu vas t'adapter à nos lois, à nos règlements. Amène pas de ton ancien pays ce que tu veux. Quand tu quittes ton pays parce qu'il y a des choses qui ne te plaisaient pas, mais ramène-la pas ici parce que ça va devenir la même chose. Il va falloir qu'on accepte l'immigration qui sont consentants à s'adapter à notre système nord-américain et non pas de garder. Malheureusement, la Charte des droits et libertés canadienne n'a pas été faite en fonction de toute cette immigration-là. Le département de l'immigration devra faire, selon moi, c'est mon opinion personnelle, très attention aux immigrants qu'ils vont recevoir et il devra avoir des tests d'intégration quelque part. J'ai mes petits commentaires. Martin Brault dit bien dit, Jacques, remplace Legault. Excellent. Hey, merci pour ce petit tour d'horizon rapido, mais quand même fort efficace. 12h37, on va aller dans les questions. Parlant justement des migrations pour faire un lien. Pourquoi les valeurs des immeubles ont trop augmenté? Y a-t-il un risque de fin de bulle? Parce qu'on parle de bulle, depuis quand j'ai commencé en 2001 avec toi, Jacques, ouais. Mais ça n'a jamais descendu, puis un petit peu, mais sans plus. Mais là, y a-t-il une bulle? Puis comment on fait pour... Il n'y a pas vraiment de bulle immobilière. Il y a eu beaucoup d'augmentation. Et on avait observé au cours des années, jusqu'avant 2002 ou 2005, qu'un cycle immobilier durait environ 17 ans. Du plus haut au plus bas pour remonter au plus haut. Et là, on ne l'a pas vécu. Ça fait 25 ans, 26 ans qu'on est stable dans une augmentation. Il est possible qu'il y ait une stagnation, peut-être une diminution, mais j'en doute fort parce que, comme je disais tout à l'heure, le Canada, c'est la terre promise. Okay? Dès qu'on va rouvrir des valves de l'immigration, il va falloir construire encore plus. Il manque du logement au Canada. Là. Il va falloir construire plus, puis il va falloir s'étaler, lâcher les grands centres un peu. Et je ne pense pas qu'il y ait un éclatement. Il va peut-être y avoir un certain ralentissement. S'il y a une guerre mondiale, là, évidemment, là, c'est difficile de prédire ce qui va se produire. Mais il reste, malgré tout, que le Canada, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on est éloignés. Les guerres partent toujours des vieux pays, sans faire de racisme ou de ségrégation. Les guerres partent toujours des vieux pays. Et pourquoi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud a été protégées par ça? Parce qu'on a 3 océans qui nous protègent. On a l'Atlantique, on a le Pacifique, on a l'Arctique. Donc, et là, je comprends un peu les Américains qui veulent faire quelque chose avec le Groenland, parce que si soit la Chine ou la Russie s'installent là, on devient attaquable. Très attaquable, parce que là, les missiles peuvent faire, les missiles de longue portée
sont pas capables de se rendre chez nous actuellement. Mais s'ils sont au Groenland, c'est possible. Est-ce que M. Trump se prend de la bonne façon ou vouloir s'emparer? Sûrement pas. Il y a d'autres moyens de négocier, mais il reste que l'idée de protéger le Groenland, c'est une très bonne idée parce qu'on devient attaquable alors qu'on n'a jamais été attaquable. Tu fais de la géopolitique un peu. Oui, c'est correct. On dirait qu'on joue à risque. Le jeu de risque, là, moi, j'ai adoré ça. On joue à ça, puis tu attaques des pays. C'est vraiment. Ouais. Bref, ça pour dire que l'immigration, parce que la personne posait la question sur l'immigration, est-ce qu'il va falloir qu'on rouvre les valves ou qu'on. Il faut ouvrir les valves. Parce qu'on a un système socialiste qui était basé sur des calculs actuariels qui avaient un taux de croissance. Mais ces calculs actuariels-là étaient faits dans les années 60-70 principalement, où on a commencé à créer des déficits. On crée des déficits en se basant sur des nouvelles générations d'enfants. Mais on a arrêté de se reproduire. Donc, on a une stagnation de la population organique, entre autres, principalement au Québec. Mon père, il était à 19 frères et sœurs. Oublie ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand tu as 4 enfants aujourd'hui, tu es considéré une grosse famille. Donc, il y a un ralentissement. Et les statistiques le démontrent. Le Québec, un vieillissement de la population parce qu'on ne se reproduit plus assez. Donc, ça prend absolument l'immigration. On n'a pas le choix. C'est impossible sans ça. Mais avant, il ne faut pas faire des immigrants itinérants non plus. Quand tu accueilles quelqu'un chez vous, il faut que tu sois capable de leur donner un minimum. Si tu t'en viens dans un pays, si tu veux refaire ta vie, mais encore faut-il que tu aies des logements pour les loger et des emplois pour les faire travailler aussi. Exact. Là, il y a une stagnation parce que c'est un réveil fracassant du gouvernement canadien qui dormait depuis 40 ou 50 ans avec l'amitié avec les États-Unis. Et toutes les exportations, 80% de nos exportations étaient aux États-Unis. C'est un non-sens. Quand tu regardes ça avec un recul, c'est absolument un non-sens. Et là, Carney, je pense que, sans faire de politique, je pense qu'il fait une bonne job comme individu. Il rouvre des marchés à l'extérieur. On est un pays indépendant. On peut-tu faire des transactions avec la Chine sans avoir l'opinion des États-Unis? Est-ce qu'on peut en faire avec les pays scandinaves, avec l'Europe? Oui, il y a l'océan, mais les transports sont rapides aujourd'hui. C'est mieux équipé qu'avant. Donc, il faut avoir une certaine autonomie et l'exportation de nos produits fait partie de ça. Et à date, les conséquences des surtaxes de M. Trump n'ont pas été si dévastatrices que ça. On s'en sort assez bien. Et je dirais même qu'on va s'en sortir très bien parce que M. Carney, il fait un bon job. Sans faire de politique, là, je regarde ce qu'il fait et il fait un bon job. Peut-être le coup qu'il fallait pour qu'on se réorganise. Tu sais, des fois, on est sur un air d'aller, puis ça va bien, puis il se passe quelque chose, ça nous fait nous réveiller. Puis, du laxisme. Ouais. Je pense que j'ai élaboré sur suffisamment de sujets pour comprendre que l'importance de devenir de bons gestionnaires. Il y a des revenus, il y a des dépenses d'opération, des dépenses de financement. On cherche à aller chercher le maximum de revenus nets d'opération. Pour ce faire, il faut optimiser ses loyers. Il faut minimiser ses dépenses. Et à ce moment-là, le revenu net d'opération augmente et votre valeur d'emprunt augmente elle aussi. Et visez toujours en fonction de ça. N'achetez pas trop rapidement. Consolidez-vous. Gérez bien. Prenez votre plan en patience, puis analysez bien comme il faut. Vérification diligente à fond avant d'acheter. Et croyez au futur. Le futur s'annonce très bien. On a énuméré des points qui peuvent sembler négatifs, mais si on ne les sait pas, on ne peut pas les contourner, on ne peut pas les affronter. Moi, tout ce que je vous dis, c'est dans le but d'affronter, de vous préparer en conséquence de ce qui s'en vient, parce qu'il y a des solutions à tout. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'écoutait rêver, mais pauvre petit gars, je ne sais pas ce que tu vas faire plus tard. Mais si elle me voit aujourd'hui, je pense qu'elle doit trouver que je me suis assez bien débrouillé. Fait que je crois aux générations futures qui vont trouver des solutions qui vont leur convenir et non pas aux solutions de ma génération. Alors, les jeunes pensent différemment de nous, ils nous ont vu travailler, ils veulent travailler un petit peu moins. Peut-être qu'ils vont apprendre à travailler plus intelligemment, ils veulent profiter plus de la vie. Alors, c'est en fonction d'eux, donc ils vont trouver des solutions qui vont leur convenir. Effectivement, parce que les défis futurs ne sont pas les mêmes défis passés. Tout évolue, tout change et tout ça. Donc, c'est pas de. On ne va pas jouer à l'autruche en disant je ne veux pas avoir le futur. On est mieux, comme M. Lépine dit, de savoir qu'est-ce qui s'en vient puis de se préparer plutôt que d'essayer de se mettre la tête dans le sable puis d'avoir ça qui nous frappe en plein visage. Les jeunes ont des outils que nous n'avions pas. Si je recule dans le temps où j'allais au registre foncier, l'Internet n'existait pas. J'allais là, il fallait fouiller dans les livres. Ça prenait un temps fou. Aujourd'hui, on peut faire ça de notre salon.
Là, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, l'intelligence artificielle est extraordinaire pour nous autres parce que ça nous donne des outils qu'on n'avait pas, qui nous permettent d'aller plus rapidement. Et lorsqu'on sait bien les utiliser, avec plus de sécurité aussi. Ouais, le défi est de l'autre bord, c'est que tout le monde a accès à ça maintenant. Fait qu'au registre foncier, tu vas être une petite poignée d'investisseurs qui allaient là parce qu'ils en ont à peine. Fait que c'est long, mais il y avait moins de monde. Maintenant, c'est rapide, mais tout le monde est rapide. Fait qu'il faut connaître son secteur, puis vite sa gâchette. Ça fait partie de l'adaptation. Il y a plus de monde, c'est plus rapide. Mais plus tu vas être rapide à trouver des nouvelles façons, plus tu vas gagner. Ça a toujours été et ça va toujours être. Exact. Sur ces sages paroles, on vous remercie d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié le lunch. On se revoit, nous, la semaine prochaine avec, en fait, ça va être Jean-Pierre Dussault qui sera là pour animer, en fait, le prochain lunch. On va parler de gestion d'immeuble, comment réussir sa gestion immobilière avec Antoine Saint-Onge, en fait, qui est président de gestion immobilière Hydra. Donc, un nouveau partenaire avec nous. On est très fiers et très contents de l'avoir. Il va venir nous partager son expérience pour vous donner des trucs de gestion, évidemment. Il n'est pas juste là pour vendre son produit, mais vous donner des trucs de gestion. Jean-Pierre, excellent gestionnaire aussi. Donc, pour ceux qui veulent améliorer leur gestion, parce que M. Lépine en parlait, pour devenir un bon gestionnaire, augmenter les revenus, diminuer les dépenses, optimiser les valeurs de nos immeubles. Donc, ils seront là pour vous aider, donc gratuitement encore une fois. Donc, ceux qui veulent réécouter aussi les lunchs, on peut le faire sur les différentes plateformes de podcasts. On est sur Spotify, YouTube, etc. Donc, on peut les réécouter si on a apprécié ou on a manqué quelque chose. On veut peut-être revoir aussi des notions qu'on n'a pas saisies. On peut le faire des fois en accéléré, fait que c'est intéressant. Donc, merci d'avoir été là tout le monde. On se revoit la semaine prochaine et je vous dirai go, go, go là-dessus. Et merci Jacques d'avoir été là. Très généreux de ta part. Et, un dernier petit mot, Yvan. Société de Crédit Immo Québec, vous avez le projet, nous avons le financement. Merci. Exactement. Yeah! Bye les amis. Salut!